Alors, bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo pour faire la première séance de droit des affaires convenue avec votre coordinatrice. Alors, il s'agit donc d'entamer le premier sujet. Je vous ai communiqué les sujets à préparer, donc j'ai reçu la liste, c'est très bien. Alors, droit des affaires, donc on a dit que le mot affaire puise du jargon économique. En jargon juridique, on parle du droit commercial. On va voir les personnes du droit des affaires. Donc, en l'occurrence, le commerçant, personne physique. Alors, et avant, donc, on a dit qu'il y a lieu de parler du cadre juridique, donc, du droit des affaires. Normalement, c'est la loi 1595 édictant le code de commerce marocain. Alors, c'est le code de commerce marocain et des sociétés. Donc, ce code de commerce est élaboré, donc, c'est une loi qui est élaborée en plusieurs titres, plusieurs chapitres. Donc, on va retrouver dans la loi, dans sa structure, le livre 1, le premier livre qui parle du commerçant, intitulé Le commerçant. C'est là où il y a des dispositions générales et plusieurs chapitres. On va nommer des titres et des chapitres. Dans ce livre-là, on trouve aussi le fonds de commerce, la définition du commerçant, du fonds de commerce. Le livre 2, c'est le livre 2 qui parle du fonds de commerce. Donc là, ceux qui vont préparer le fonds de commerce doivent se référer au livre 2 de la loi 1595 du Code de commerce. Les effets de commerce en livre 3. En livre 5, il y a les contrats commerciaux. Et en livre 6, voilà. Et après, on a les lois sur les sociétés, les contrats commerciaux. Et le livre 5, c'est les difficultés de l'entreprise. Toutefois, ce livre-là sur les difficultés de l'entreprise a été modifié et complété. Donc la référence juridique, le texte de base de plusieurs sujets, donc je vous ai communiqué, se trouve dans la loi 1595, instituant le code de commerce marocain. D'accord. Donc les autres sujets se réfèrent à d'autres lois. Il y a aussi la loi sur les sociétés et la loi sur les sociétés anonymes pour les sociétés, ainsi qu'une loi sur la propriété industrielle et commerciale, une autre loi sur le droit de la concurrence. Maintenant, restons dans la loi 1595 et le code de commerce marocain. Alors, je vais essayer d'être bref pour essayer de schématiser les personnes physiques. Alors, pour parler des personnes physiques, du commerce en performance physique, il y a lieu de parler de deux parties principales. L'acquisition de commerçant, Alors, comment on peut acquérir la qualité de commerçant et quelles sont les obligations et les droits qui découlent de cette qualité? Alors, obligation du commerçant. Alors là, on a donc deux chapitres. Et là, donc, je me réfère aux règles de la méthodologie de dissertation juridique, parce qu'en droit, pour disserter, il est obligatoire de faire une répartition binale. Alors, je vais chevaucher et le cours et la méthode. Alors, deux répartitions, donc répartition binale. Et au lieu de répartir encore une fois en A et B, cette acquisition, donc on parle des conditions objectives ou bien objectives et subjectives. Commençons par les conditions subjectives de l'acquisition de la qualité de commerçant et enchaînons par les conditions objectives de la qualité de commerçant. D'accord. Donc là, il y a lieu donc de voir deux obligations. Donc chaque obligation va être répartie encore une fois en plusieurs sous-titres. Et là, on est dans la méthode de dissertation juridique, comment rédiger en droit, c'est ce que je vous recommande pour préparer vos sujets. Il y a lieu de recueillir les informations relatives au sujet et après de les répartir dans deux parties. Et chaque partie sera répartie en deux parties et chaque sous-partie est répartie encore une fois en deux sous-titres, ainsi de suite. Comme ça, pour faciliter et l'assimilation de la matière et sa présentation. Donc, au lieu de vous dire l'acquisition de la qualité de commerçant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 17
conditions, non, il y a lieu de parler d'une répartition qui permettra de mieux mémoriser et de faciliter l'acquisition de la connaissance. D'accord. Après, pour les obligations, on va voir deux sortes d'obligations, les obligations commerciales et les obligations comptables. Donc, obligations comptables et financières, obligations commerciales ou la autre obligation. D'accord. Alors, pour l'acquisition de la qualité de commerçant, alors qui peut devenir commerçant? Et là, on parle du commerçant personne physique. Donc, pour les sociétés, il y a des conditions qui sont assimilables à celles-là, surtout les conditions objectives, mais il y a d'autres conditions qui sont spécifiques aux sociétés commerciales. Maintenant, pour les commerçants personnes physiques, alors qui peut être commerçant? On se pose la question, qui? Alors, moi, je suis professeur, est-ce que j'ai le droit d'être commerçant? Donc, un enfant, est-ce qu'il a le droit d'être commerçant? Alors, la réponse n'est pas facile. On peut avoir tendance à dire tout le monde peut être commerçant. Oui, mais ce tout le monde-là, ce n'est pas tout un chacun. Donc, il faut réunir un ensemble de conditions que j'appelle conditions subjectives, qui sont liées à la personne elle-même. Alors, parmi ces conditions subjectives, on parle de prime abord de la capacité. Alors pour exercer le commerce, c'est un engagement avec d'autres commerçants sur un marché qui va faire naître des obligations et des droits. Et pour le faire, il faut être capable de s'obliger. Donc un enfant ne peut pas être commerçant. Mais à partir de quel âge on peut devenir commerçant? Alors normalement, donc on parle généralement en droit de la capacité juridique. Donc on peut parler de deux conditions principales, un et 2, la capacité et les non-restrictions. C'est être capable et ne pas être sous l'égide d'aucune restriction. Ça veut dire être capable et qu'il n'y a pas un obstacle à l'exercice de l'activité commerciale ou bien de l'acquisition de la qualité de commerçant. Alors la capacité normalement dans le droit civil donc, est déterminée à 18 ans pour tous les Marocains. Abstraction, fait du sexe. Donc, selon la règle constitutionnelle, il y a égalité entre les sexes. Donc, un Marocain ou une Marocaine sont capables à partir de 18 ans. Mais au commerce, on a une autre dérogation. Lorsque je parle de dérogation, ça veut dire exception à la règle générale du droit civil. C'est que dans le code de commerce, on peut être commerçant même à 16 ans. Et là, je vais expliquer pourquoi cela, parce que lorsqu'on dit 18 ans, l'âge de la capacité, ça c'est le droit positif. C'est-à-dire positif, ce n'est pas le contraire de négatif à l'encontre de ce qu'on peut entendre. Rappelez ce que j'ai dit la dernière séance, le droit c'est une terminologie et le terme peut avoir plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est utilisé. Donc c'est le contexte qui fait le sens. Maintenant le terme positif veut dire, dans ce contexte-là, le droit qui était posé par les personnes. À l'opposé, on ne trouve pas le droit négatif, mais le droit naturel. Parce que auparavant, on a hérité cela de l'Occident. Auparavant, on parlait donc du droit naturel, ce qui est de la nature humaine, ce qui est de la nature des choses, donc sera codifié comme règle de droit. Mais après la Révolution, donc en Europe, on a dit non, c'est les hommes qui vont décider quelles sont les règles. Et ils se sont réunis donc dans ce qu'on appelle le contrat social pour poser les règles. Et là, on a fait le droit positif, c'est-à-dire les règles posées ou bien dictées par les personnes en consensus entre eux. Alors, ce droit positif, on a dit quel est l'âge où on peut dire que la personne est capable d'exercer elle-même ses obligations et ses droits. Et là, ils se sont mis d'accord sur l'âge de 18 ans. Alors, ça, c'est un compromis entre les gens. Pourquoi? Donc, dans l'histoire un peu de l'Occident, on peut le comprendre. Donc, la scolarité, c'était à partir de 6 ans. Et pour
terminer ses études, il faut 2 ans d'études. C'est là où on peut être libre dans la nature pour travailler, pour être indépendant. Donc 6 plus 12, ça fait 18 ans. Donc, et là, on a dit, donc à partir de 18 ans, on peut être indépendant et accéder au marché du travail. Donc, l'âge de majorité est 18 ans. Ce n'est pas le cas en droit musulman parce qu'on ne reconnaît pas cette règle-là. On dit qu'il y a une autre philosophie, c'est que avant la puberté, vous êtes enfant, tu ne peux pas assumer la mission divine de progéniture, donc on ne peut pas avoir d'enfant avant la puberté, mais après la puberté, donc c'est là où tu es l'homme qui peut, ou bien la femme, qui peut avoir un bébé, qui peut avoir une progéniture, et là c'est là où on te confie la mission divine de la prolifération et de peupler la terre. Donc l'âge de la majorité dans les religions, c'est la puberté, et l'âge de la majorité dans le droit posé, c'est 18 ans. Donc, bah, oui, c'est posé, donc ce n'est pas une règle. Mais lorsqu'on a colonisé le Maroc, lorsque la France a colonisé le Maroc, il est venu avec son background, son système juridique, et il a imposé l'âge de 18 ans sur les Marocains à travers le DOC, le Diary des obligations et des contrats, et le Code de commerce de 1916. Mais ces règles-là étaient opposées à la pratique sur le marché commercial au Maroc. Donc, à l'époque, il y avait des jeunes Marocains qui avaient 14, 15 ans et qui étaient déjà des commerçants. Alors, imaginons, donc les Français viennent, ils disent, voilà, donc l'âge de la majorité, 18 ans. Ça veut dire avant 18 ans, toutes les transactions que vous avez conclues ne sont pas valables. Tous les engagements que l'enfant, pour eux, que l'homme avant 18 ans a conclu, ne sont pas valables. Et on a dit, mais attendez, donc il y a des jeunes, des Marocains, qui ont 17 ans, qui ont 16 ans, et qui ont un commerce avec un chiffre d'affaires énorme. Si on dit que toutes ces transactions ne sont pas valables, donc ça va ruiner les affaires des autres. Et là, on a fait une dérogation à la règle en droit commercial et on a dit que l'enfant marocain peut être émancipé l'émancipation, donc à partir de 16 ans. Alors on dit oui, d'accord, on comprend, on ne va pas perturber le marché marocain, puisqu'il y a des Marocains qui sont adultes, même à 16 ans, et qui ont déjà leurs affaires propres. Donc on va autoriser l'exercice du commerce à ces jeunes Marocains, et on a dérogé à la règle française qui est de 18 ans. Donc le Marocain est majeur avant 18 ans, donc il est majeur à partir de la puberté, c'était là la culture. Et on a dérogé à la règle et on a permis au tuteur de déclarer son enfant émancipé à partir de l'âge de 16 ans. Ça veut dire à partir de l'âge de 16 ans, donc il suffit donc un certificat d'émancipation de ton tuteur pour être déclaré majeur et pouvoir exercer le commerce. Et là, c'est toujours un paradoxe au Maroc. Alors, on est majeur commercialement à partir de 16 ans, mais civilement, c'est jusqu'à 18 ans. Ça veut dire qu'on peut ouvrir un magasin, créer une société à partir de 16 ans, mais on ne peut pas se marier jusqu'à 18 ans. On ne peut pas signer un contrat civil jusqu'à 18 ans. On peut faire du commerce, mais pas des transactions civiles. Bon, c'est juste pour rapprocher. Alors, là, la capacité juridique est obligatoire pour pouvoir exercer le commerce et acquérir la qualité de commerçant. Alors, les mineurs, oui d'accord, mais il y a aussi des majeurs qui ne sont pas capables lorsqu'on est sous tutelle, donc des démons ou bien des retardés mentaux, même s'ils ont plus de 18 ans et qui ne sont pas capables d'exercer le commerce, ils peuvent être, donc leur capacité peut être entachée et ils peuvent être mis sous tutelle. S'ils sont mis sous tutelle à travers une décision juridictionnelle, ils ne peuvent pas acquérir la qualité de commerçant. Donc, voilà. Et jusqu'à présent, dans le monde arabo-musulman, au Maroc en l'occurrence, il n'y avait pas de distinction, il n'y avait jamais de distinction entre hommes et femmes. En France, il y en avait au XIXe siècle, c'est que la femme était considérée en France comme incapable s'il est marié. Donc il faut l'autorisation du mari pour exercer le commerce.
lorsque les Français sont venus au Maroc, ils voulaient imposer cette règle, mais c'est donc les Marocains l'ont refusé parce que le patrimoine de la femme était toujours séparé et indépendant du patrimoine de son mari. Donc la femme peut exercer le commerce d'une façon libre et elle a toute la capacité juridique de jouissance et d'exercice, comme on a dit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. C'est qu'on dit la capacité de jouissance, c'est on a moins de 18 ans, on peut jouir, la capacité de jouissance. Ça veut dire on peut avoir, je peux faire un testament au profit de mon bébé qui a 2 ans. Ça veut dire mon bébé, il peut avoir, il peut enrichir son actif, mais il ne peut pas vendre, sauf par l'autorisation de son tuteur. Ça, c'est la capacité d'exercice. Alors, avant 18 ans, on a toute la capacité de jouir. Après 18 ans, c'est là où on peut avoir la capacité d'exercer. Ça veut dire, un enfant de 6 ans ne peut pas vendre, mais il peut avoir. On peut lui faire un don, un testament, ainsi de suite. D'accord? Alors, en plus de la capacité, il y a les règles donc, de restriction. Et là, on va parler de 3 principales. Donc, il y en a d'autres. Donc, faut puiser pour trouver mieux. Alors, même si on est majeur, on n'est pas automatiquement apte à exercer le commerce. Donc, je donne des exemples, des contre-exemples. Je suis majeur, mais je ne peux pas être commerçant. Pourquoi? Parce que je suis fonctionnaire public. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lorsque j'ai signé mon contrat de travail avec la fonction publique, alors je me suis dédié à la fonction publique. Donc, l'exercice du commerce devient incompatible avec le métier que j'ai choisi. Donc, c'est ce qu'on appelle les incompatibilités. Incompatibilité. La fonction publique est incompatible avec l'exercice du commerce. Être juge est incompatible avec l'exercice du commerce. Être commissaire aux comptes est incompatible avec l'exercice du commerce parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Donc, il y a un ensemble de métiers qui sont incompatibles avec l'exercice de l'activité commerciale. Donc, en plus de ces incompatibilités, il y a les restrictions et les interdictions. Alors, on va parler des deux. On peut interdire certaines personnes d'exercer le commerce à travers une décision judiciaire, donc, ou bien juridictionnelle. Alors, imaginons un exemple, quelqu'un qui exerce le commerce et qui a commis le crime d'escroquerie. Et il y a une décision judiciaire que ce monsieur est un escroc. Alors la décision judiciaire va lui interdire d'exercer le commerce. Donc il ne peut pas redevenir commerçant puisqu'il est entaché dans son comportement, à travers son comportement criminel au milieu des affaires. Donc le tribunal va décider de l'interdire d'exercer le commerce. Et là, on parle donc des interdictions d'exercer le commerce. Donc, des restrictions, ça peut être limité. Donc, on peut restreindre l'exercice d'une activité commerciale pendant un certain moment pour de certaines personnes lorsqu'il y a un conflit d'intérêt ou autre chose. D'accord? Alors, en plus donc, de ces conditions subjectives qui sont liées à la personne, il y a les conditions objectives de l'acquisition de la qualité de commerçant. Alors, pour devenir commerçant, il y a des conditions objectives. On peut parler de 2 conditions principales. Donc, on peut parler de l'exercice habituel et professionnel. Et là, je vais lire en entier l'article 6 du Code de commerce. Alors, l'article 6 du Code de commerce dispose tout clairement. Alors, l'acquisition de la qualité de commerçant, c'est nommé ainsi, sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4 ci-après, relatif à la publicité au registre commerce. Alors, et là, ça commence. La qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Alors là, donc, il nomme que l'acquisition de la qualité de commerçant par un exercice, on acquiert la qualité de commerçant par un exercice habituel ou professionnel des activités suivantes
et il énumère 18 activités. D'accord? Alors on va parler donc des conditions de fond et des activités d'acquisition. Retenez encore une fois la méthode. Il faut subdiviser. Il faut toujours subdiviser votre dissertation en faisant la rédaction pour être dans une logique de méthodologie de dissertation juridique. Alors, on doit expliquer qu'est-ce qu'on entend dire par exercice habituel ou professionnel et après, quelles sont les activités qui peuvent nous permettre d'acquérir l'activité commerciale. Alors là, ce sont deux conditions cumulatives et non alternatives. Maintenant, l'exercice habituel ou professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Alors, il faut exercer d'abord, donc pour être commerçant, il ne suffit pas de se déclarer, de prétendre qu'on est commerçant, il faut faire un exercice, ça veut dire il faut faire une activité commerciale. C'est comme ça qu'on a même changé la définition de l'activité commerciale. Ce n'est plus un contrat simplement, mais c'est une activité. Donc il ne suffit pas de signer un contrat pour être commerçant, mais il y a lieu d'exercer une activité. Et cette activité doit avoir une forme d'habitude. Et lorsqu'on dit habitude, ça veut dire une répétition plusieurs fois donc, dans l'activité. Mais se pose la question, à partir de combien de fois on peut dire qu'on est dans l'habitude? Alors j'ai vendu une voiture, j'ai acheté une autre, je l'ai revendue et j'ai acheté une autre. Est-ce que je suis commerçant? Alors j'ai l'habitude d'acheter et de vendre chaque année une nouvelle voiture. Alors là, on ne peut pas dire que c'est une habitude. Donc l'habitude nécessite une répétition selon les dogmes, selon l'usage du commerce, donc, qui signifie qu'il y a vraiment activité commerciale. Alors celui qui vend 2, 3, 4 voitures par mois, donc on peut parler qu'il a l'habitude. Mais celui qui vend une voiture chaque 2 ans, donc ce n'est pas une habitude. Et ça peut être dans certains commerces, une fois chaque 5 ans, c'est une habitude. La recherche les entreprises ou bien la recherche du pétrole, donc on ne peut pas dire qu'il faut faire chaque mois une recherche, donc on peut faire une recherche pendant 5 ans. L'événementiel, donc ça peut être un événement par an. Et c'est une habitude. Même si c'est une fois par an, donc ça devient une habitude. Donc c'est la nature du commerce, ou bien donc de l'affaire en cause, qui va déterminer est-ce qu'il y a dans tel nombre de fois une habitude ou non. Alors après, professionnel, lorsqu'on dit du professionnalisme, c'est lorsque quelqu'un exerce une chose. Si je vends une voiture, donc oui, je suis habitué à changer ma voiture chaque an, mais ce n'est pas professionnel, donc on ne peut pas dire que c'est une activité professionnelle parce que je suis fonctionnaire public. Bon, entre parenthèses, je suis déjà dans l'incompatibilité. Supposons que même si pour un non-fonctionnaire public, ce n'est pas donc d'une façon professionnelle. Lorsqu'on dit façon professionnelle, ça veut dire que c'est l'activité principale. Lorsqu'on a une société dont l'objet est l'événementiel, donc professionnellement, il est spécialiste de l'événementiel. Donc, c'est son activité professionnelle. Donc, si c'est un exercice professionnel, on a dit que même si ce n'est pas chaque fois, c'est considéré comme étant une condition qui remplit la condition d'acquisition de la qualité de commerçant. Donc, et là, il faut remarquer qu'il y a ou et non pas et. Donc, il n'est pas obligatoire de cumuler les deux conditions, l'habitude et le professionnalisme. Il suffit qu'il y a l'une des deux conditions, soit l'habitude, soit le professionnalisme, donc pour pouvoir acquérir la qualité du commerçant. Donc la deuxième condition, c'est l'activité à exercer. Et là encore, donc, quelle activité on peut exercer? J'exerce d'une façon habituelle et professionnelle. Ce n'est pas l'agriculture, je ne suis pas commerçant. Parce que le code de commerce ne reconnaît pas l'activité agricole comme activité commerciale. Maintenant, il faut connaître quelles sont les activités qu'on peut exercer et qui nous permettront
revendiquer ou bien d'avoir la qualité de commerçant. Là, le code de commerce énumère 18 activités. Je vous ai soufflé la dernière fois que la notion de commerce en droit commercial est différente de la notion de commerce que vous connaissez. Donc, vous parlez du commerce et des services. Au code de commerce, le service est un commerce. Alors, j'énumère, je vais commencer comme ça au hasard, les postes et les télécommunications. Si vous exercez d'une façon professionnelle une activité en télécommunication, vous êtes commerçant. Oui, donc vous achetez un matériel de Wi-Fi, vous achetez une connexion haut débit dans un immeuble ou dans une résidence et vous faites la redistribution du Wi-Fi pour la résidence. En contrepartie, je connais donc un gars qui a fait du résident dans un immeuble. Au lieu que chaque appartement fait son abonnement à domicile de 200 dirhams de connexion ADSL, il a proposé d'installer un matériel et de redistribuer. Donc, il a fait un abonnement entreprise de quelques 1500 dirhams pour tout l'immeuble et il a redistribué le Wi-Fi. Donc, en allégeant le coût du Wi-Fi sur les appartements et en gagnant. Là, c'est une activité commerciale parce que donc, il s'agit d'une activité des postes et des télécommunications. Toutes les activités de postes et télécommunications sont des activités commerciales. Alors, si vous exercez d'une façon habituelle, professionnelle, les postes et les télécommunications, vous êtes commerçant. Donc, la distribution d'eau et d'électricité. Vous faites la distribution d'électricité ou d'eau, du gaz, vous êtes un commerçant. Donc vous avez un puits et puis vous avez un château et vous distribuez de l'eau aux villageois. Donc en contrepartie donc ça c'est une activité commerciale. Donc les distributions d'eau et d'électricité, l'ONE, la LIDEC, Amandis, ce sont des commerçants. L'organisation des spectacles publics. Organiser un spectacle public, Mawazine ou autre, c'est une activité commerciale. La fourniture des postes et des services, des produits et des services. Donc si on fait la fourniture, c'est une activité commerciale. Donc c'est pas, vous connaissez maintenant les services de distribution, bien de livraison à domicile. Donc c'est un service, c'est un commerce. Donc pour vous c'est un service, donc pour le code de commerce c'est un commerce. Toute activité de fourniture de produits et services, je ne parle pas de la production, on parle de la fourniture, est une activité commerciale. Les bureaux d'agences d'affaires, de voyage et d'information et de publicité, ce sont des activités commerciales. Vous avez une petite boîte, vous faites des logos pour faire la publicité, des capsules de publicité. Vous êtes un commerçant, c'est une activité commerciale. Les bâtiments et les travaux publics. Vous faites la construction d'autoroutes, de ponts, de maisons, d'immeubles. Ce sont des travaux de bâtiments, des travaux publics, c'est considéré comme étant une activité commerciale. Donc l'exercice habituel au professionnel de l'une de ces activités est une activité commerciale. Le courtage, l'intermédiation, la commission et toute opération d'entremise, ça veut dire d'intermédiation. Donc vous organisez des enchères publiques sur le net, vous faites l'intermédiation à Vito, vous faites l'intermédiation entre un locataire et un propriétaire, entre un vendeur et un autre, c'est une activité commerciale. Donc, les opérations d'assurance et de primes fixes dans une société d'assurance, c'est une activité commerciale. Donc, l'assurance, c'est du commerce. Les banques, les activités financières, le crédit, les transactions, toutes les transactions financières et bancaires sont considérées comme étant des activités commerciales. Donc, pour exercer, si on exerce les activités bancaires, donc, on doit avoir déjà la qualité de commerçant. Le transport, pour vous, c'est un service. Pour le code de commerce, c'est un commerce et non pas un service. Donc la logique ou bien le concept du mot commerce en droit commercial est plus général que le commerce que vous connaissez. Alors, un transporteur, c'est un commerçant. Alors, si on existe un métier du transport, on est considéré comme étant un commerçant. L'activité industrielle ou artisanale. Donc l'industrie de transformation, de production, donc l'artisanat aussi est considéré comme étant une activité commerciale. La recherche et l'exploitation des mines, c'est aussi une activité commerciale. L'achat d'immeubles, et là on commence aux activités classiques. Donc j'ai fait à l'envers pour
un peu changer votre idée sur le commerce classique qui est acheté pour revendre. Non, le commerce c'est le transport, le commerce c'est l'événementiel, le commerce c'est l'exploitation des mines, le commerce c'est la distribution d'électricité et de gaz, le commerce c'est les télécommunications, c'est ça le commerce. L'exercer habituellement professionnellement, les deux conditions peuvent nous permettre d'acquérir la qualité de commerçant et encore donc aussi acheter pour l'achat d'immeubles ou bien de meubles pour les revendre en nature ou après transformation, l'achat d'immeubles ou de meubles pour les louer ou bien l'achat donc d'immeubles pour le louer ou bien pour le revendre après transformation ou bien en nature. Alors cela dit, on a un peu survolé les conditions de l'acquisition de la qualité de commerçant. Maintenant, quelles sont les obligations qui découlent de cette qualité? Une fois qu'on a rempli ces conditions-là, donc je suis majeur, je suis capable, je ne suis pas dans une incompatibilité et j'exerce d'une façon habituelle et professionnelle une activité commerciale. J'achète pour transformer, pour revendre, ou bien je fais de l'artisanat. Là, il faut des obligations légales d'abord. Donc, il faut s'enregistrer au registre de commerce. Alors, le commerçant doit se déclarer en tant que tel au registre de commerce. Donc, le registre de commerce, c'est un registre, un cahier, ou bien va inscrire l'identification de tous les commerçants. Alors, je me présente, je suis monsieur tel, j'exerce ou dans telle localité, telle activité, sous tel capital, ou bien tel métier commerce que j'exerce, pardon, et je m'identifie. Alors, ce registre-là, il est régional, donc dans le tribunal, le secrétariat greffe du tribunal, la circonscription dans laquelle se trouve le lieu, ou bien le domicile, non pas de domicile, dans le siège social du commerçant, j'exerce à Rabat, je vais m'inscrire auprès du secrétariat greffe du tribunal de commerce de Rabat. J'exerce à Gaza, je vais m'inscrire là-bas. Donc là où il n'y a pas de tribunal commercial, on institue un secrétariat greffe au tribunal de première instance. Dans la localité à Tiaza, il n'y a pas de tribunal commercial, mais on a le secrétariat greffe qui peut recevoir les enregistrements. Et là, on parle de l'enregistrement, l'obligation d'enregistrement au registre de commerce. Alors, lors de cet enregistrement, on va s'identifier. Qu'est-ce que ça veut dire s'identifier? Ça veut dire se distinguer. Donc, on identifie la personne physique par son nom, par sa nationalité, par sa date de naissance, par le nom de son père, par son domicile. Aussi, le commerçant doit s'identifier pour qu'on puisse le connaître. Comment on s'identifie en tant que commerçant? On s'identifie aussi par le nom commercial, on s'identifie par le siège social, on s'identifie par l'activité commerciale, on s'identifie aussi par la nationalité. Alors, ces éléments-là seront réunis dans un formulaire, dans un dossier. Pour choisir un nom commercial, il faut choisir un nom qui ne va pas nuire à son voisin ou bien à quelqu'un qui a le même nom. C'est pourquoi on demande un certificat négatif. On va s'inscrire sur le site de l'Empik pour demander le certificat négatif en disant que je veux exercer le métier de restauration à Rabat et je vais choisir le nom commercial de la grilladière. Alors là, l'Empik va me dire non, la grilladière est un nom qui est déjà utilisé par un autre commerçant, choisissez un autre nom. Et là, je vais choisir le nom. Donc, déjà, on fait une proposition donc, de 3 noms. Si le premier nom n'est pas vacant, on va choisir le deuxième ou le troisième. Donc, c'est ce qu'on appelle le certificat négatif. Ça veut dire la négation qu'il y a un autre commerçant qui porte le même nom. Alors, en plus du certificat, le siège, les autres éléments d'identification, et on va s'enregistrer. Et cet enregistrement sera fait sur le registre de commerce local et retranscrit au registre de commerce national. Le registre national, c'est au tribunal commercial de Casablanca. D'accord?
Alors, une fois enregistré, donc il y a des obligations qui incombent aux commerçants, ce qu'on appelle les obligations. On peut voir aussi en deux catégories, les obligations comptables et les obligations financières. Alors, financières et comptables et les obligations de sauvegarde. Pour les obligations financières et comptables, le commerçant a l'obligation d'avoir un compte bancaire. Alors, vous êtes commerçant, vous vous enregistrez, alors il faut passer à travers une banque, avoir un carnet de chèques, un compte bancaire, et donc après faire les transactions à travers des chèques et via l'établissement banquier pour avoir une visibilité, une transparence sur vos activités commerciales pour éviter les fraudes fiscales ainsi de suite. Et de tenir la comptabilité, ça veut dire que chaque jour il faut inscrire, vous connaissez vous la comptabilité, quelles sont les opérations que vous avez faites. Donc le passif, l'actif, ainsi de suite. Donc chaque opération, chaque jour, on doit inscrire l'opération qu'on a fait, achat, vente ou autre chose. En plus de ces obligations financières et comptables, il faut euh, donc tenir en comptabilité, avoir donc un compte bancaire et conserver les écrits. Maintenant, le commerçant doit conserver les écrits, les états de synthèse, les livres comptables, ses factures, tous les documents comptables et financiers. Il doit les conserver pendant 5 ans. Ça peut arriver donc à plus, mais généralement jusqu'à 5 ans. Donc après une inspection, il peut venir vos documents comptables de 2016. D'accord? Pour vérifier toutes les transactions, si vous avez des transactions avec d'autres personnes, donc soit en guise de contrôle de fraude fiscale ou bien en guise de litige avec d'autres commerçants, on peut revenir à votre comptabilité. Et la comptabilité, c'est un moyen de preuve. Alors si vous inscrivez dans votre comptabilité que vous m'avez que vous avez reçu sur votre compte de ma part une somme de telle, et je prétends que vous ne m'avez pas livré la marchandise pour laquelle j'ai payé cette somme-là, et qu'on ne trouve pas la trace sur votre comptabilité, c'est que j'ai raison. Parce que donc il y a le virement de chez moi sur ton compte et il n'y a pas les documents qui prouvent que vous m'avez livré. Alors c'est pourquoi il faut conserver toujours les écrits. Alors ça c'est grosso modo donc un essai pour vous dire comment préparer vos sujets. Concernant les personnes physiques, c'est à travers une méthode, une répartition binale. On essaye de voir les règles de la loi permettant de faciliter l'acquisition et l'assimilation du cours. Alors je m'arrête là. Si vous avez des questions, donc on peut faire un appel ou bien une réunion demain pour poser vos questions. Surtout, oui, soit sur le sujet ou bien sur comment vous devez procéder pour préparer vos exposés et aussi se mettre d'accord sur un planning, sur un timing pour les exposés et aussi pour l'examen. Et voilà, donc on se fixe un rendez-vous demain.